quels sont les grands changements du métier de la formation ? Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Sandrine Marchetti, directrice de l'innovation chez Formation et Métiers. Bonjour Sandrine et bienvenue. Bonjour Thierry, merci de me recevoir. Alors, une première question, quels sont les enjeux locaux et économiques de la formation ? La formation professionnelle, depuis 2018, a déjà amorcé une véritable mutation dans la mesure où tout ce qui faisait les caractéristiques de la formation, à savoir une certaine lourdeur administrative, une certaine technicité, aujourd'hui, elle est mise à mal dans la mesure où on est dans la contrainte économique, les mutations de la société vont tellement vite, les besoins de main-d'œuvre changent tellement vite qu'on est contraint de pouvoir ouvrir et fermer des actions de formation très rapidement. Donc aujourd'hui, le changement majeur du secteur de la formation, c'est l'agilité qui est attendue aujourd'hui par les employeurs et les entreprises du territoire. D'accord. Et je crois qu'il y a aussi des questions de tension de certains métiers. Oui, effectivement, on répond notamment aux problématiques des métiers de la maintenance, que ce soit les métiers de la maintenance informatique, la maintenance industrielle ou sur les métiers autour de l'électricité. Parce qu'en France, effectivement, on a su former des niveaux bac. Derrière, on a su former des niveaux ingénieurs, des Master 2, mais au niveau du bachelor, le niveau Bac plus 3, vraiment le technicien de maintenance qui est en capacité de pouvoir faire la courroie de transmission entre le concepteur et le terrain, aujourd'hui ça fait défaut et c'est ce sur quoi nous on essaye de s'empoigner. D'accord. Et à quel grand changement il faut s'attendre sur justement dans les métiers ? Les métiers d'aujourd'hui, la grosse difficulté, c'est qu'on a très peu de visibilité sur l'impact des transitions, qu'elles soient environnementales, qu'elles soient digitales et qu'elles soient aussi démographiques. Aujourd'hui, France Stratégie est dans l'incapacité de pouvoir nous donner à voir quels sont les métiers qui vont disparaître, les métiers qui vont vraiment apparaître. En fait, 60% des métiers d'aujourd'hui ne seront plus là en 2035. Par contre, les contours des métiers... 60%. Ça veut dire que plus de la moitié. Plus de la moitié des métiers d'aujourd'hui n'existeront plus. Ils auront muté, ils se seront transformés. Certains auront totalement disparu, d'autres auront pris la relève. Mais on n'a pas de lisibilité là-dessus. Donc nous, on a essayé au niveau de formation et métiers, avec des partenaires, forcément on ne travaille pas tout seul, et des entreprises du territoire, de pouvoir essayer de s'emparer de certaines questions, notamment autour du principal enjeu qui va arriver dans les prochaines années au niveau de la société française, c'est le vieillissement de la population, puisqu'on va avoir 35% de la population française qui sera âgée de plus de 60 ans d'ici 10 ans. D'accord, donc ça fait déjà deux grands changements. Ça fait deux grands changements, mais ces changements, au demeurant, conditionnent à la fois l'évolution des métiers, mais ça conditionne aussi toute la société, parce qu'elle va devoir se réformer en profondeur. S'adapter. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on échange avec les professionnels, on court tous après le temps, on essaye toujours de pallier au plus pressé. Et c'est vrai qu'on a du mal parfois à prendre du recul sur la réalité de nos marchés. Mais c'est vrai qu'il va falloir s'empoigner de ces questions parce que forcément, si la population vieillit, les besoins de demain ne sont pas ceux d'aujourd'hui. On a quelques tendances quand même sur les émergences de métiers, ce à quoi il faut s'attendre justement avec ces deux données que vous venez de nous communiquer. On a quelques tendances. On sait que les besoins seront exponentiels. Ils vont être multiples. Sur des technologies variées, certaines qui existent déjà, d'autres qui n'existent pas. Donc la grosse difficulté des organismes de formation aujourd'hui, c'est d'être en capacité de pouvoir être force de proposition, de pouvoir donner des réponses concrètes à des entreprises qui aujourd'hui ne connaissent pas encore leurs besoins. Nous, il faut qu'on soit prêt à être à leur côté pour pouvoir très rapidement leur proposer des dispositifs et des parcours de formation. Donc c'est des choses qu'on a travaillées, qu'on travaille quotidiennement dans notre coin, comme c'est souvent le cas. On est une association locale, donc on est aussi quelque part on vient en soutien des pouvoirs publics pour essayer d'anticiper toutes ces mutations pour pouvoir accompagner les changements au niveau qui vont se poser sur le territoire marseillais. Et sur quelle tendance de changement, enfin, e-santé ou des choses comme ça? Essentiellement, effectivement, nous, c'est un sujet sur lequel on s'empare de cette question sur la e-santé. Pourquoi? Parce que ça s'inscrit dans la suite logique de la vie de l'association, puisque la région Sud, il y a quelques années en arrière, nous avait sollicité pour pouvoir porter toute la formation dédiée à la fibre,
puisque c'était un sujet à l'époque, il y a une dizaine d'années en arrière, qui était de forte actualité. Il y avait une forte tension sur ces métiers-là. Et nous, naturellement, on a voulu anticiper le fait qu'une fois la fibre installée, quels étaient les devenirs des parcours de formation qu'on pouvait avoir chez nous. Et du coup, on a commencé à travailler sur le bâtiment connecté, sur la domotique avec les usages du bâtiment. Et aujourd'hui, la suite logique, c'est comment travailler le maintien à domicile des personnes âgées, puisque la technologie peut être un moyen, pas une finalité, loin s'en faut, mais c'est vraiment de voir comment cette technologie peut vraiment concourir à faciliter le quotidien des personnes qui nous entourent et qui, à un moment donné, vont vieillir. Voilà. Exactement. Malheureusement, on y passera. Alors, je crois que vous avez eu quelques idées d'innovation ou des choses que vous avez mis en place pour innover, justement. Oui. En fait, depuis 2017, l'association porte un pôle recherche et développement. Alors, c'est vrai que ça peut surprendre parce qu'on est une association, donc souvent, c'est des choses qu'on retrouverait plus naturellement dans l'industrie. Pourquoi ce pôle recherche et développement? Parce que depuis des années, c'est dans l'ADN de l'association, l'idée était de pouvoir partir de problématiques de territoire, des problématiques sociales, économiques, qu'on pouvait répertorier localement, et de voir comment on pouvait s'en saisir et porter des réponses concrètes. Et c'est ce pôle recherche et développement qui innove, qui crée, qui réfléchit, qui testent des idées, qui les expérimentent, et une fois qu'elles ont fait la démonstration de leur valeur ajoutée, on les déploie à plus grande échelle ou on les transpose dans d'autres secteurs d'activité. Donc, on a développé une vraie expertise aujourd'hui sur l'accompagnement des publics, sur que ce soit de la levée des freins, sécuriser le parcours de formation pour une entrée en emploi qui se passe dans les meilleures conditions possibles et qui n'est pas derrière des ruptures, parce que c'est quand même l'objectif. Ça ne sert à rien de former des chômeurs qualifiés. L'idée, c'est de pouvoir quand même à la fois former, qualifier, qui soient employables et qui puissent être employés. Donc ça, c'est notre leitmotiv. Alors, ce pôle recherche et développement, aujourd'hui, a élargi son périmètre d'intervention, parce qu'au démarrage, on avait une entrée plutôt sociale, plutôt publique, puisque c'est notre essence en tant qu'association loi 1901. Et aujourd'hui, on a une entrée vraiment plutôt proactive entreprise. Et donc, on a installé sur Marseille un Living Lab de 700 mètres carrés, avec des espaces modulaires, un studio d'enregistrement, un appartement démonstrateur de solutions. Et c'est un espace qui est à libre accès. Et l'idée, c'est de pouvoir proposer en fait, au territoire marseillais un espace d'échange, de rencontre, pour pouvoir réfléchir ensemble sur les besoins en compétences, pour pouvoir nous en saisir et pouvoir être force de proposition sur de nouveaux modules de formation. C'est de pouvoir aussi proposer un espace utilisateur où des entreprises du territoire peuvent venir tester leurs idées, ou mieux apprendre quels seront les besoins de ces publics seniors qui vont émerger de plus en plus au quotidien dans l'environnement de vie. C'est toutes ces questions qu'on essaye, pour lesquelles on essaye de se poser. Ce lab, il s'appelle Home Sweet Home. Home Sweet Home, très bien. En quelques mots, vous pouvez nous présenter justement Formation et Métiers? Oui, bien sûr. Alors, Formation et Métiers, c'est une association qui est née au lendemain de la guerre. Historiquement, on a été créé pour être dans l'insertion sociale et professionnelle de tout public, valide ou en situation de handicap, jeune comme adulte. L'association œuvre à l'inclusion pour tous donc depuis 70 ans, donc avec un côté avant-gardiste pour l'époque. Oui, avant c'était pas la mode comme aujourd'hui. Non, c'était pas la mode. Et puis vraiment l'idée, c'est vraiment pour nous d'être à la reconnexion de l'offre et de l'emploi local. Alors Formation et Métiers, c'est aujourd'hui 30 millions d'euros de budget, avec 60% qui viennent du secteur concurrentiel. Même si on est une association, aujourd'hui, on a un changement de notre modèle économique. On représente 300 collaborateurs et on accompagne chaque année plus de 10 000 personnes. 10 000 personnes 10 000 personnes par an, que ce soit des jeunes, des adultes, que ce soit des publics valides ou en situation de handicap. Et c'est vrai que notre particularité, c'est d'essayer de pouvoir mettre notre expertise au service des publics qui sont en précarité, que ce soit en précarité de santé, avec des publics avec des reconnaissances RQTH, et également des publics seniors, parce qu'on a aujourd'hui des parcours de vie professionnels qui s'allongent, avec des parcours de vie aussi qui, parallèlement, on n'a plus de parcours linéaires. Aujourd'hui, les histoires de vie sont entrecoupées par des périodes parfois de chômage, de divorce. Enfin, il y a toutes les formats de vie ont totalement changé. Et l'idée, c'est de pouvoir
Formation et métier, quelque part, c'est une boîte à outils qui permet à tout un chacun du territoire de pouvoir trouver des solutions en fonction de ses propres besoins. Parfait, merci. Juste un petit éclairage sur le handicap ou un message à passer? Oui, c'est simplement pour vous dire que c'est notre spécialité. Donc, on peut venir en appui pour lorsque vous avez un collaborateur qui peut avoir qui doit entamer des démarches pour une reconnaissance pour inaptitude. C'est des choses sur lesquelles on peut venir en appui. On travaille aussi sur les reclassements professionnels, que ce soit en interne des organisations, mais aussi de pouvoir travailler la mobilité professionnelle en externe des entreprises. Et on propose aux partenaires du territoire, parce que LEHV, c'est aussi un maillon, un ancrage territorial fort, de pouvoir venir en soutien pour tout ce qui est diagnostic en fait, de handicap. Voilà, parce qu'on a souvent des partenaires qui nous sollicitent, qui pensent que telle ou telle personne pourrait avoir peut-être un souci de handicap pour lequel ils ne savent pas forcément comment faire pour pouvoir dire c'est avéré ou ça ne l'est pas. Et c'est là où nos équipes peuvent venir en soutien. Sandrine, merci pour cet éclairage sur ce beau métier qu'est la formation. Chers amis, je vais vous dire à la semaine prochaine.